Merci beaucoup à tous d'être là et c'est un grand plaisir pour moi de reprendre cette espèce de petit rituel du mercredi soir après les remuements de Pessah. J'attends que le maître arrive. On a commencé la lecture du tome 2, la dernière lecture qui date d'un peu plus d'un mois maintenant. Donc ce tome 2 se passe aujourd'hui, enfin un aujourd'hui qui est un tout petit peu hier, parce que c'est 2018, et se passe au Train Bleu, presque intégralement. Et Train Bleu, dans lequel un personnage passablement ébouriffé, qui s'appelle Pascal B, se trouve posséder un cahier, une espèce de cahier quelque peu magique. Ce cahier, vous allez le voir aujourd'hui, va écrire un peu tout seul. Enfin, évidemment, c'est le rêve de tout poète. Et Pascal B, au Train Bleu, a d'abord commencé par décrire le lieu et a vu dans cette description du lieu comme un symptôme assez ancien, puisque ça date du début du XXe siècle, de cet immense décor à la fois quelque peu lumineux et pathétique, d'une France qui se célèbre, mais c'est pas seulement la France qui célèbre ici, c'est aussi tout un rituel de la culture, tout un ballet de la culture qui se dessine dans le premier chapitre. Après quoi, il y a un deuxième chapitre que j'ai déjà lu aussi. Il y a quelques annonces qui sont faites donc sur le cahier, annonces qui sont faites sur un personnage du tome 1 qui va réapparaître, qu'on va voir aujourd'hui, et sur un peuple qui s'appelle le peuple des Vifs et qui demeure irréductiblement inassimilable. Et certains disent que ce peuple des Vifs, certains disent que c'est le peuple juif. C'est d'une certaine manière leur responsabilité. En tout cas, ce ne sera pas celle que l'auteur prendra dans son livre. Et si je dois dire quelque chose de général sur ce tome 2, je dirais que ce tome 2, d'abord, est une espèce d'antithèse du 1. Quand le 1 essaye de jouer presque sérieusement les partitions de l'histoire, le tome 2 est beaucoup plus grinçant et a pour cadre et pour lieu non pas les mythes de l'histoire, mais le moi. Parce que je vous rappelle que à la fin du 1, enfin dès le milieu du 1, Hermann avait décrété en 1945 la nouvelle leçon pour la vie à venir, pour la vie d'homme à venir, et la nouvelle leçon se terminait par « Je commande le moi pour la vie à venir ». La leçon qui sera commandée dans le tome 3, ce sera « Je commande nous tous pour la vie à venir ». En fait, cette leçon numéro 2, « Je commande le moi pour la vie à venir », elle va précisément se terminer à la fin du tome 2. Et le tome 3 inaugurera une leçon nouvelle qui sera le passage de moi à nous tous. Et il y a une tâche dans ce tome 2, ce sera de faire expérimenter cette grandeur et servitude du moi à quelqu'un. Or, évidemment, quand on est un auteur, qui peut le mieux témoigner du moi que lui-même? Raison pour laquelle l'auteur s'appelle Pascal B. Mais rien ne dit que Pascal B. soit à ce point celui qui vous parle ce soir. Par ailleurs, vous allez voir apparaître un personnage dont le type, dont la signification était absente du tome 1, un personnage de grand contempteur, de grand destructeur, comme si, au fur et à mesure de ces dictées successives de Hermann, il y avait une espèce de lente et éprouvante prise de conscience de l'horreur que constitue sa gestion de la grande tourbière du monde, et que ce grand contempteur veut justement détruire véritablement
cette tourbe, veut en finir avec Hermann et veut détruire cette tourbe. Et il va s'appeler Peter Gantir, du nom d'un personnage de saga. Donc c'est un espèce de super Nietzsche, super nordique. Mais il sait une chose, il sait que la puissance d'Hermann n'est jamais que la corruption, la puissance du bâton. Et la puissance du bâton, elle appartient à Élias. Et Élias, c'est par excellence, c'en est peut-être même la réunion tout entière, un vif, c'est-à-dire ce qu'on appellerait dans le Talmud She'erit Israël, c'est-à-dire cette part la plus intense de cette intelligence qu'on dirait talmudique ou qu'on dirait ou prophétique selon les cas. Et comme il se trouve que le Pascal B en question a fait un petit parcours en direction du peuple des Vifs, il peut être, avec sa double casquette de plumitif et de nouvellement et fraîchement arrivé parmi les Vifs, de cobaye pour une phagocytation, dévoration de son propre destin, de Pascal B, par le méchant contempteur qui s'appelle Gantir. Ce qui est bien qu'au fur et à mesure du livre, on va voir lentement Gantir s'emparer de Pascal B pour faire de Pascal B, qui n'en a vraiment pas l'air, une arme de destruction massive. Voilà, donc j'en ai fini pour l'introduction. Le cahier est toujours à la disposition de Pascal B? Absolument. Il est toujours à sa disposition. Toujours à sa disposition. Que Pascal B finit par comprendre, là les titres dans le tome 2 sont un peu picaresques, sont un peu à la Cervantes, que Pascal B finit par comprendre son extraordinaire cahier, de sorte qu'il n'a plus vraiment motif de se plaindre. Paris, le train bleu, 24 décembre 2018, 18h07. J'ai oublié de vous dire que tout cela se passe le 24 décembre 2018, journée célébrée pour d'autres raisons, mais qui sera en l'occurrence un grand cocktail organisé en l'honneur de l'apparition du tome 1 de Pascal B, avec 70 lecteurs extraordinaires, et vous imaginez bien que ce cocktail a eu lieu et que je suis honorablement connu au Train Bleu. Paris, le Train Bleu, 24 décembre 2018, 18h07. Je vais mieux. Il paraît que c'est le titre d'un livre de littérature contemporaine. Me voilà reconnecté. Pour dire la vérité, justement, c'est cette histoire d'Internet qui m'a donné des ailes. J'avais dit dans le chapitre précédent que, d'une certaine manière, Internet est la vérification a posteriori de la tourbière. Puisque Internet, c'est exactement la même chose, mais un peu électrifié ou électrisé que la tourbe. Je ne prétends pas avoir trouvé le sens de ma vie, mais on a beau faire, il n'y a rien de tel qu'une prison pour apprendre la liberté. J'entends, mais oui, la liberté créatrice, celle qu'on a interdite tout récemment en nous traitant, toutes et tous, d'artistes. Voilà. Je voudrais qu'on songe un instant pour en prendre la mesure aux liens hypertextes. Les mots, qui, ordonnant la réalité de jadis, avaient la décence de se succéder dans une linéarité parfaite, se mirent soudain à se renvoyer les uns aux autres, à s'agglomérer en paquets, en amas, en familles, que sais-je, en histoires. Vous vous rendez compte? Des histoires de mots, des traçabilités de mots, comme une blockchain, mais dans les mots. Le lien hypertexte est la preuve expérimentale que la tourbe, où toutes les plantes s'accolent et s'abouchent les unes aux autres au point de n'espérer respirer qu'aux dépens des voisines, est la métaphore judicieuse de l'humanité en général et du langage en particulier. Si je voulais donc faire œuvre nouvelle, il me faudrait un Internet personnel, un Internet pour moi, dont je décréterais qu'il est un réseau de mots, et donc d'histoires et d'hommes, liés par un destin commun, comme une réplique du vrai, ou de la vraie tourbe, si vous voulez, non pour m'en libérer, comme Balzac, en la siphonnant dans une comédie, mais pour y aller, pour y descendre quand c'est impossible, puisque j'y suis déjà, alors que je m'y sens terriblement étranger, et je suis sûrement loin d'être le seul en mon genre. Ce serait une façon, en somme, de profiter des échanges gazeux de ce biotope, ou comme on dit dans les zones de coworking, de me faire un réseau tout en restant moi-même. On répondra que c'est bien gentil, mais que cette possibilité n'est pas disponible, pour reprendre un de nos horribles euphémismes contemporains,
révélant par là qu'il est formellement interdit, sous peine de 1000 morts bien plus cruelles aujourd'hui qu'hier, de fuir le lot commun. Vous savez très bien, vous là-bas, de quoi je parle. Eh bien, c'est faux. Car j'ai en main un objet tout à fait remarquable, qui va me permettre de mener à bien mon projet. Ce n'est certes pas l'objet de plus, mais en tout cas, c'est un sacré machin. Cet objet, comme j'y ai déjà fait allusion, est mon cahier. Comme tout ce qui compte dans la vie, je l'avais depuis toujours et je l'ignorais. Je m'en servais, bien sûr, mais c'est tout récemment que j'ai compris ce qu'il était. En revenant à moi, j'étais allégé. J'avais dans la bouche comme une fraîcheur qui picotait ma langue et l'animait, si j'ose dire. Dans les doigts, un fourmillement sans déplaisir, une hâte, comme auprès d'un piano, quand on a été sevré de musique par un voyage lointain. C'est dans cette disposition que je rouvris le cahier, et que, cette fois, un monde se déploya devant moi. Rien de magique là-dedans, pas d'éclair, de pouvoir, de télékinésie, ni même d'alchimie du verbe. Seulement des phrases, vivantes et métamorphiques, qui s'écrivent comme le fera demain, que sais-je, un notebook numérique à vie hypertextuelle spontanée. J'avais inventé ça avant ChatGPT. Sinon que cela avait commencé longtemps avant. Petite étoile. Des pages nouvelles et inconnues de moi y étaient apparues. Pourtant, le cahier n'avait pas épaissi, mais il avait poussé. Il s'était ramifié, comme si la vie végétale avait repris le contrôle des pages, cruellement sciées dans un tronc palpitant. Chose admirable, les pages se dédoublèrent, se divisèrent en elle et son autre, transparente comme sa chrysalide à la menthe religieuse, comme sa peau au serpent. Un cahier à dimensions multiples, n dimensions, dirait un géomètre algébrique. Un hyper-cahier, ajouteriez-vous, mais c'est tout de même trop laid, disons le cahier. Le cahier accédait à mes questions et à mon angoisse, alors que je luttais autant que possible pour sortir de moi, ou de la tourbière, et que je me cognais la tête comme une chauve-souris à ce plafond pourri. Il m'offrait la seule issue dont j'étais incapable. Il le fit de lui-même, comme s'il avait été doué d'une âme ou d'une conscience. Je m'étais fait l'écrivain d'une histoire mythique, avec des personnages les plus lointains possibles. Las, je finissais toujours par m'y retrouver. Or, le cahier avait ajouté, de son propre fait, une histoire qui n'était pas la mienne. Désormais, une page sur deux était couverte d'une écriture différente et racontait l'histoire d'un homme que je ne connaissais pas. Un homme tout simple, nullement un héros. Un homme comme vous et moi, mais qui n'était pas moi. Cet homme, vous verrez plus tard, c'est le petit-fils de Jan Stuart Bute, il va s'appeler John Bute. Par chance, ce merveilleux événement persévéra. Je ne pus combler notre distance. Elle n'était pas seulement personnelle et spatiale, mais aussi temporelle, séparée de la mienne par une petite vingtaine d'années. L'histoire de John Bute commençait autour de l'an 2000, qu'on avait entendu fiévreusement et qu'on avait fini par recevoir dans la figure. C'est pourquoi j'ai pu la lire, du moins jusqu'à une certaine limite. Car si différente de la mienne, elle était difficile à comprendre. Le cahier, qui la tissait à sa guise, semblait en tirer les fils, les secrets, les significations d'un bout à l'autre d'une vaste scène, dans de brusques sauts qui m'eussent évoqué une imagination étrange si je n'avais pas tenu là une œuvre de la réalité. On aurait dit cette frénésie moderne que les philosophes du temps jadis, au XXe siècle, appelaient la parataxe. Ces sauts d'une image à l'autre, apparemment incongrus mais lourds de sens, du moins fallait-il l'espérer. Comment, avec mon départ dans la vie, aurais-je été à la hauteur des parataxes, je vous le demande. C'est pourquoi je mis à interroger le cahier. Une première fois, je noircis les bas de page de cette question angoissée. Cahier, mon beau cahier, qui rend toute chose plus belle, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous me croirez si vous voudrez, mais il me répondit. Il m'écrivit des phrases, à l'intérieur de chapitres que nous conviendrons d'appeler les chapitres de John Bute, en Police Times, afin de les distinguer, j'écris en Baskerville, d'ordinaire, et que je puisse comprendre ce qui s'était écrit sans moi. Je ne sais pas si, finalement, j'ai compris, mais qui sait. D'un pareil cadeau, je ne me remettrai jamais. Une chose m'a rendu plus intelligent que moi. Si bienveillante avec moi qu'il me fournit à lui seul tout le matériel de mon aventure, mon cahier accumule de sa propre initiative tout ce qui me passe par la tête. Mon livre, mais aussi mes échanges avec Monsieur, dont je raconterai en son temps la singulière personnalité et qui est, si je puis dire, l'essence de mon ami. Je vous dis tout de suite, c'est un personnage bifide, fait de deux messieurs que j'ai connus et énormément aimés, l'un et l'autre encore là, et l'un et l'autre
très vieux et l'autre assez vieux. Il y en a un qui est millénaire et l'autre qui est un ami peintre, le premier de mes amis peintres avant de naître ici présent, qui s'appelle Guylain Hury. Monsieur a chez lui un serveur au réseau connecté à mon cahier. Dans cette étrange proposition, j'infère l'existence du cahier de monsieur, celui qui répond au mien. C'est tout de même une plus jolie formule que SMS, email ou, au art inénarrable de l'académie, les courriels. Quant à John Bute, c'est parce qu'il est très humble que la chance joue un si grand rôle dans sa vie, comme en atteste la lecture de ces pages que j'appelle les pages bis. Sans doute John Bute est-il vraiment mon bis, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance pour que je le confonde avec moi. Oh dichosa aventura, je ne sais pas si on dit dichosa ou dichosa aventura, écrivit Juan de la Cruz. Oh bienheureuse fortune. J'ai appris d'Internet ou de la tourbe ou des liens hypertextes, peu importe, qu'on le dise comme on veut, un unique motif d'espérance dans ce désespoir congestionné qui fait notre moderne condition, notre actuelle condition. C'est qu'il n'y a pas seulement un recto et un verso dans le cahier. Il y a, sur chacune des feuilles dont il est composé, autant d'espace qu'il en faut pour y loger dans des feuilles transparentes, sans les fondre en une seule pâte, tous les hommes dont une vie s'écrit. Chapitre 4, que Pascal B. écrit, et cette fois-ci, ce n'est pas le cahier qui écrit tout seul, c'est Pascal B. Écrit dans son cahier, le premier chapitre bis, il paraîtra un peu plus tard, au train bleu, le premier chapitre de son nouveau tome, qu'il entreprend parce qu'en général, on continue ce qu'on a commencé et on y passe le temps de sa vie. Paris, le train bleu, 24 décembre 2018, 18h10. Si vous avez retenu, c'est 5 minutes après. Mais avant de montrer ce que mon cahier a écrit tout seul, il me faut désormais faire montre de mon œuvre propre. Le voici, ce nouveau chapitre du nouveau tome, au fond de l'inconnu pour trouver un nouveau. Vous me direz que le nouveau ne court pas les rues dans ce bas monde, naissant dans les boucles élégantes de mon écriture cursive, qui se regarderaient presque en train de danser leur folle sarabande si elle n'avait pas peur d'y perdre l'équilibre et de tomber. Ce n'est donc pas encore John Bute, dont vous découvrirez bientôt la douceur et l'étrange fortune, mais un autre qui est loin d'être doux, lui, et se révélera un très grand contempteur. Écrivis-je, décidément je ne m'en remets pas, le col du Simplon. Ça me rappelle quelque chose. Hospice du Simplon, 21 décembre 2018, 22h. Ça va 3 jours avant. Peter Gantir a l'habitude des pentes escarpées, celles qu'on dévale quand on est imprudent, celles où les furteurs choient, mais où les solides montagnards opposent de petits pas à l'attraction du vide. Heureusement pour lui, il a failli mourir. On l'a poussé en avant. Mais il s'y attendait et s'était préparé, guettant le geste criminel. Il était prévenu, il savait. Par exemple, il comprend qu'il est vain de poursuivre son agresseur. On ne châtie pas un homme qui n'existait pas. La mort est donnée désormais par n'importe qui. Les vassaux d'Hermann, à Sion-Valais, se paient des assassins moins reluisants qu'autrefois. Il vient de marcher 50 km dans la montagne sans s'arrêter, plus dur avec lui-même qu'un samouraï, mangeant à peine, buvant une gorgée puis repartant, tombant, saignant, garrottant et repartant à nouveau. Peter traîne sa beauté derrière lui comme une casserole, bruyant ustensile qui menace tout moi dès l'instant où celui-ci se représente à lui-même. Or, cette époque l'exige avec une violence inflexible. Cette beauté qu'il a dû revêtir et dont depuis l'âge de bébé il a sélectionné furieusement dans ses traits qui saillaient la pression, la poussée nécessaire. Il s'est fait beau, grain de peau par grain de peau, parce qu'il devait en être ainsi. Il s'est forgé un visage, car son père a eu le sien arraché. Les traits, certes brouillons, transformés en bouillie par la souffrance. Chaque sanglot volé à son père a dû muter chez le fils en rire, chaque mutilation en splendeur, chaque démission en victoire. Sébastien Gantir, père de Peter Gantir, était mort de nombreuses années auparavant, comme les martyrs de Rome. Finalement, il avait été chrétien. On verra qui c'est un peu plus tard. La veille, 20 décembre 2018, 11h. Peter quittait Sion, où il avait, à l'auberge du Lion d'Or,
tenter d'accomplir le geste qu'il préméditait depuis l'âge de 10 ans. Vous savez que le verre du lion d'or, elle est racontée dans le tome 1. Elle est cette auberge dont un couloir secret communique avec la grotte où se trouve Hermann à Sion, dans sa grotte, d'où il dirige la tourbe du monde. Pour commencer, il était parvenu à entrer. Le regard du jeune homme, si haineux qu'on rêverait d'en offrir le portrait, avait convaincu le portier qu'il serait judicieux de lui ouvrir la porte secrète où la bourgeoisie tenait fermée la salle d'où l'on sort pour une longue ascension à la rencontre d'Hermann. Faut-il le rappeler, les Sédunois ne sont que de braves valaisans. Sion n'est le centre du monde que par le hasard d'une vie d'homme, celle d'Hermann, qui dure depuis 1000 ans, prolongée atrocement par l'effet de la tourbe en quoi il a muté. Tous luttent pour l'oublier, mais le savent. Hermann a dévoré la tête du père de la Germanie, qui lui aussi, en des temps immémoriaux pour les hommes, mais calculables par les géologues, s'était entièrement transformé, gainé après sa mort dans son étui végétal en homme de tourbe. C'est comme une dynastie, celle d'un empire secret. Cette matière si étrange l'a dévoré, mais non pas le bâton qu'il tient dans la main, et sur lequel tout son corps, lentement végétalisé, a pompé sa vie cruelle et parasitaire. Car la tourbe seule aurait redessiné sa mort, mais le bâton lui avait fait une vie, une autre, une seconde, abominable. La peur de s'approcher de cet homme momie est devenue, avec le temps, plus insupportable. On a commencé de détester la torture physique et les souffrances excessives pour se rabattre sur les persécutions des âmes. La civilisation avance. Hermann s'occupe bien de ses petits. Hermann. Peter le hait tellement qu'on pourrait l'appeler l'ennemi du monde, car Hermann en est l'âme. Il ne se trouve guère plus de ces hommes purs et résolus dans nos temps moins certains d'eux-mêmes. Je n'en connais pas d'autres. Pourtant, parvenu dans le vaste espace boisé où Fabrizio, le père jésuite, le martyr de la Compagnie de Jésus, qui était allé voir, lui aussi envoyant par la Compagnie de Jésus, Hermann dans sa grotte, où Fabrizio, tant d'années plus tôt, a rencontré le général des Jésuites pour devenir l'ambassadeur de l'Église auprès de l'âme du monde. Alors que Peter doit à son tour s'élancer dans la longue ascension jusqu'à la grotte, il défaille. Il lui est rigoureusement impossible, une fois la petite porte ouverte sur les marches, par où s'engouffre un air à la fois fétide et glacé, de faire un pas en direction d'Hermann. Interdit dans tous les sens, malgré tout il lutte. Une énième fois, il repasse ses propres souvenirs, puisés dans cette légende toujours amère qu'une famille réserve à ses enfants. Sébastien, son père, recruté au consistoire luthérien de Lacan en Norvège, où l'éducation protestante s'était mêlée en lui étrangement à une passion secrète pour les légendes et une obsession de Tolkien. Si brillant à l'école, si constamment félicité par ses maîtres pour la beauté de sa langue, la profondeur de ses vues et son imagination morale dont il ne soupçonnait pas qu'elle était un succès d'années de ses rêveries sanguinaires, que la petite communauté protestante de Sion, du moins celle qui s'était présentée comme telle, lui avait envoyé un représentant bizarre mais sympathique qui s'appelait Augustus Spitzlulli. Sa joie de trouver un poste avant même la fin de ses études et la femme suisse qu'on lui avait présentée pour résoudre la question de l'épouse, puis la découverte d'un temple sans fidèles et la révélation, un jour d'hiver, de la vraie raison de son séjour à Sion. Je parle bien de Sébastien Gantir, pasteur et père de Peter. Sa tentative de fuite, la violence de sa capture, puis de colibés en coups, de chantages effroyables en mise à mort, les bribes d'informations qu'au prix d'efforts surhumains, Sébastien avait glané sur ses ravisseurs, sur leur maître. Sa seule consolation avait été de les transmettre à son fils. Il avait deviné la naissance d'Hermann, reconstitué son histoire et compris sa puissance par hypertrophie narrative. C'est ainsi que, né à Isérable, car le pasteur avait dû déménager, ce qui n'avait pas amoindri ses épreuves, Peter a toute sa jeunesse rêvé de Sion, maudit Sion, vécu dans la seule hantise de Sion et du prêcheur Hermann. Mais ce jour-là, au moment tant attendu de la vengeance, toute force le quitte. Pour ne pas finir par se suicider de honte et de désespoir, il ne lui reste plus qu'une solution. Elle lui vient du passé, dont Hermann, qui sait se protéger, a fermé la porte. Un jour de 1960, son père, Sébastien Gantir, rencontra Fabrizio. Prématurément vieilli, le jeune prêtre avait les cheveux tout blancs sur un visage encore poupin.
Plus douloureux que jamais, Sébastien venait de subir son humiliation quotidienne et tentait une nouvelle fois de s'approcher de la grotte. Il savait qu'il n'y parviendrait pas, qu'il lui faudrait reculer quand la béance s'annoncerait à son œil. Or, Fabrizio était happé par un sort comparable, sauf qu'il venait, lui, jusqu'à la porte et que chaque samedi, il parlait en tête à tête avec le monstre. Dans la vie interminable du prêcheur, la distraction qu'avait constituée la rencontre improbable du tout jeune homme en 1940 avait été un plaisir bizarre et récurrent. Je ne me hasarderai pas à supposer des sentiments à Hermann ou à rendre compte de ce qui traversait son esprit de tourbe, car un esprit de tourbe, en vérité, n'est pas un esprit. Le même rire satisfait, lent, grumeleux, saluait désormais chacune des arrivées de Fabrizio dans la grotte et « reviens samedi » était la ponctuation de son départ. « Qui êtes-vous » demanda Fabrizio. « Sébastien Gantir. »« Vous semblez souffrir, mon fils. »« Oui. »« Vous êtes prêtre ? Je suis pasteur. Je souffre à cause d'Hermann. »« Que veniez-vous faire ici ? » ?»« Que veniez-vous faire ici ? » ?»« Le tuer. Mais je vous rassure, je sais que je ne pourrai pas. »« Alors pourquoi revenez-vous ? » ?»« Pour vous demander de le faire à ma place. » Fabrizio, avant que Sébastien eût fini sa phrase, s'effondra, évanoui. L'épreuve qu'il venait de traverser, ou comme chaque semaine, il avait négocié avec le désespoir, l'aspiration de la mort, la rendait plus fragile qu'une éphémère au jour qui passe. Il n'avait pas supporté qu'en sus on lui évoquât Hermann. Et l'idée qu'un homme viendrait tout de suite, si tôt, attenter à la monstrueuse durée d'Hermann, couperait le fil infime, rongé et dégénératif de sa survie, l'avait bouleversé. Fabrizio ne haïssait pas Hermann. Imaginer qu'il l'aimât serait injuste et stupide. Fabrizio était le jouet d'Hermann. Passer tant d'années à subir pour voir son tortionnaire menacé, non, cela n'était pas soutenable. Le dos de son âme, ratissé par le fouet, s'était hérissé de piquant. Et pourtant, il savait qu'Hermann guettait sa propre mort. Sébastien veilla Fabrizio durant son évanouissement, puis doucement, suppliant de ne pas se réveiller trop vite, crispant ses paupières closes mais agitées, et cédant enfin à l'outrage de la lumière, Fabrizio revint à son compagnon d'infortune, le regarda longuement et comprit sa misère, se redressa et lui fit sa confidence. « Il ne faudra jamais revenir. Promettez-le-moi. » « Je vous le promets. Je sais que vous avez une vie atroce, mais il ne faut pas que vous cherchiez à attenter à la vie d'Hermann. Ne vous vengez pas, je vous en conjure. Je vous le promets. La moindre attention de votre part, et je serai envahi par la tourbe comme par un cancer. Je suis le dépositaire de toute sa science, vous voyez. Il m'a tout confié. Il sait que son temps arrive. Mais s'il mourait aujourd'hui, je ne sais pas, si on l'asséchait, le brûlait, si on le faisait exploser avec un obus, ce serait moi alors qui l'avalerait, comme lui-même avait dévoré un crâne. C'est pour cela qu'il m'a tout dit, qu'il m'a accoutumé avec tant de rage à sa présence, à son bâton, à son règne, car il règne et je suis son témoin. Ne tentez plus cela, je vous en supplie. Je fais tant d'efforts, si vous saviez, pour être un homme. Je tiendrai ma promesse, mais comment savez-vous qu'il va bientôt mourir ? Un rêve que j'ai fait, le rêve d'un homme. Vous le croyez prémonitoire ? Je le sais. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ce rêve est vrai, plus que beaucoup d'autres choses, plus que tout, en fait. Cet homme existe, voilà. Cela n'en fait pas un homme providentiel, pour autant. Cela m'est arrivé en 1945, un jour plus noir pour moi que celui de ma naissance. J'étais sorti de sa grotte pour la 2e fois, et je suis tombé comme aujourd'hui. Alors j'ai su, d'une science certaine, qu'il y aurait une explosion d'Hermann, sur toute la tourbière. Et puis, il y avait cet homme. J'étais stupéfait, terrifié. Hermann l'a lu en moi à son tour, comme toujours. Il l'a compris et a ri, sans le contredire. Je me suis demandé si ce n'était pas ce qu'il voulait, si cette explosion n'était pas la dernière preuve de sa puissance. Cela pose une question sur mon rêve, si vous me suivez, troublante. Il faut savoir à quoi vous avez affaire. Avec cette matière, il ne s'agit pas de retrancher un corps ou d'assassiner un monstre, comme certains ont voulu tuer Hitler, conclut-il en braquant un œil intense et menaçant. Tout tient ensemble, tout pousse. Il suffit d'un fragment pour que tout reparte. Mais cet homme, qui est-il ? Pourquoi est-ce lui ? Sébastien n'obtint pas d'autres informations. Il ne revit jamais Fabrizio. Il se contenta de mourir
après avoir raconté cet ultime épisode de sa vie à son fils, il espérait que ce fût lui. Ça, c'était 1960. Hospice du Simplon, 21 décembre 2018, 22h05. Peter, à force de coups administrés au portier de l'hôtel, lui arrache l'adresse du vieux prêtre, dont à l'auberge du Lion d'Or, on a parfaitement suivi le parcours. Simplon Hospice. Il fallait donc, à travers les chemins, se rendre au col du Simplon. Soudain, après des sous-bois détrempés d'immenses sapins, comme des poignards dressés vers les pics, un aigle gigantesque, il existe. Si vous y êtes allé, vous l'avez vu. C'est une sculpture monumentale. The Eagles come, siffle-t-il entre ses lèvres. C'est une citation de Tolkien. Celui-là ne vole... Je veux le dire parce que Consigny n'est pas là. D'accord. Celui-ci ne vole pas et il est plus lourd. A-t-il 10 mètres, 20 mètres de haut ? Gardien menaçant des montagnes, il est stylisé par la main du sculpteur qui l'a tiré du sol et brutalement figé en arête de granit. Le cubisme est passé par là, il est de guerre. On a géométrisé le monde et même les animaux, mais du fait, on s'est dégoûté de soi et on préfère les animaux. Quelle satisfaction dans un regard d'aigle. Elle suffit à imager pourquoi la plupart des hommes satisfaits sont des hommes de pouvoir. Un aigle ne voit que jusqu'à l'horizon, mais ni très près, ni plus loin. Une commande de l'église ou d'Hermann, murmure Peter. Il est arrivé à l'hospice du Simplon. Cruzi, fait un homme en costume beige de clergyman, le prieur, d'une expression signifiant aussi bien saletan que bonjour. Peter, qui parle le Schweizerdeutsch, répond Donnerwetter, ce qui signifie temps d'orage, mais aussi saperlipopette, en montrant la maison plus simple, plus froide et plus solennelle qu'un palais classique et plus impressionnante par la grâce, si l'on peut dire, du paysage. L'énorme baraquement rectangulaire, gris-rose, est posé sur le sol, face à d'immenses sommets de montagne en plein désert. Le vrai désert. Une terre où enfin il est impossible de mener une vie d'homme. Le lieu idéal d'un paria. Quant au prieur, il s'exprime en bourbine. Bourbine, note de bas de page, désignation des Suisses alémaniques par les francophones. Cette langue est une maladie de gorge, disent-ils, et tout le reste est à l'avenant. Un bourbine n'est pas un paria, loin de là, mais il a une autre manière de faire exception. C'est là, dans cette propriété étrange de la congrégation du Grand Saint-Bernard, que le professeur Fabrizio Stern, jésuite, géologue las de parcourir le plissement alpin, trouva un jour refuge. Les touristes, les alpinistes et toutes sortes d'autres espèces turficoles lui étaient devenues indifférentes avec l'âge. Il eut affaire à l'hospice. Il eut d'abord, les premiers temps, à se soustraire au commandement, si intense en lui qu'il lui dévorait les entrailles comme une maladie de Crohn, d'une visite à Hermann. Mais la hauteur, l'air pur, l'omniprésence d'immenses amas de vraies roches, un effet s'était ensuivi. Il était enfin revenu sur la terre, après s'être piégé dans les raies de la tourbe. Cela faisait maintenant 20 ans qu'il avait pris sa retraite, fuission, et emménagé sur le col. Le prieur, qui conduisait les promeneurs vers leur lit, le baby-foot ou la roborative raclette, était son complice depuis le jour de son arrivée, où Fabrizio l'aida à accomplir la seule tâche que l'homme de Dieu ne pouvait supporter, vider la cave aux cadavres. Il s'agissait des accidentés divers, avalanches, cailloux et toutes les variantes de la mort en montagne qu'il ramassait et dont il garnissait la cave en attendant qu'au redout, un brave corbillard les redescendit en Valais, pour une sépulture ordinairement chrétienne. J'ai peut-être fermé la fenêtre. Hop là. Parce que la marmaille se déchaîne. Je m'occupe de votre cave à cadavres et en échange, vous me gardez. Qu'en dites-vous ? Pauvre père Walser, il avait reçu chez lui l'homme le plus dangereux du monde. Celui qui, connaissant tous les secrets dont Hermann avait gavé son esprit, n'en ferait jamais rien, car il avait décidé, coûte que coûte, de rester homme, sans quoi Hermann, d'ailleurs, ne se fût jamais confié, mais qui avait accumulé sur les noirceurs du monde tant de détails et de vérités qu'une simple exposition de sa conscience en pleine lumière eût ôté le désir de vivre à quelque humain que ce fût. Alors la congrégation fut surveillée de près par la bourgeoisie de Sion, qui, comme le lecteur du tome 1 le sait bien, est depuis toujours au service d'Hermann.
Nombreux furent ceux qui firent le guet pour elle, trop longtemps dans le vent et le froid, et finirent dans la cave aux cadavres. Fabrizio en reconnut quelques-uns, mais ainsi il échappa à la convocation du maître de la tourbe. Ce n'est jamais par la force qu'Hermann agit, ni avec lui, ni avec les foules. Il n'impose pas une volonté, il dessine les besoins. Il agit sur le ventre plus que sur la cervelle. Qui est honnête reconnaîtra toujours que le ventre prime. Dans ces sommets, dans cet espace si sublime et si hostile à la fois, écrasé par des nuages d'orage plus terrifiants que les cauchemars d'enfants, dans ce cirque qui ravale le maléfique Sassenère de Ramu à un vague tapis pour vache, le prêche d'Hermann ne passe pas, comme s'il ne pouvait vous monter au ventre à de pareilles altitudes. Sans doute est-on sur la terre à l'hospice du Simplon et non dans la tourbière. Mais alors, il faut jouer au baby-foot avec le père Walser, chacun ses goûts. Le père Fabrizio Stern, s'il vous plaît, demanda doucement le beau Peter au prieur. Que dites-vous ? Répondit le père Walser, qui n'était pas insensible à sa beauté, mais se sentait gagné par la peur. Vous n'allez pas me faire le coup de me le cacher, dit Peter, en mettant la main sur l'épaule du prêtre. Celui-ci, d'un coup, céda et se voûta. Vous n'êtes pas de la bourgeoisie, n'est-ce pas ? La dernière fois qu'un homme est parvenu jusqu'à lui, il s'est passé des choses affreuses. Quoi donc ? Juste un portable qui... Vous n'êtes pas de la bourgeoisie, n'est-ce pas ? La dernière fois qu'un homme est parvenu jusqu'à lui, il s'est passé des choses affreuses. Hop. C'est bien, France. Quoi donc ? Il est mort. Le père Fabrizio l'a tué ? Oui, en lui disant qui il était. Vous aimez le père Fabrizio ? Oui, beaucoup. Sauf quand il rêve trop certaines nuits. Alors il s'abat dans une espèce de prostration et je ne sais pas ce qui se passe. Il semble mettre plusieurs jours à s'en remettre et il me fait peur, extrêmement peur. Une main moite était posée en retour sur l'épaule de Peter. D'un bond, il s'en libéra. Tout cela se dit en traversant les longs couloirs de l'hospice, blanchis à la chaux d'une extraordinaire neutralité. Sur quoi se fondait-elle ? Ni sur un sentiment de supériorité, ni comme par exemple dans un monastère bénédictin, sur la tranquille dévotion à un savoir infini qu'il suffit d'entretenir. Il y avait tout juste 500 livres à l'hospice, non. Sur la seule nécessité impérative et absolue d'aider, sans même qu'il fût besoin de quelqu'un à aider. Les compléments d'objet ne sont jamais que les excuses d'un verbe intransitif. C'est par cela que le christianisme est imbattable. Tout de même. Une porte derrière un appentis indétectable. Là logeait, dans une petite cellule, le père Fabrizio, vieillard maigre et faible, qui tournait et retournait toujours, comme chaque jour depuis celui du rêve, les mêmes questions. Pourquoi ce rêve ? Est-ce moi qui ai rêvé de lui ou lui qui a rêvé de moi ? Pourquoi Hermann a-t-il ri tout en me disant qu'il y voyait son explosion, enfin ? Qui est-il ? Une illusion ? Pourquoi lui ? Pourquoi celui-là et pas un autre ? Est-ce un personnage ? Tout en lui semble tellement superflu et pourtant, il faut croire qu'il est nécessaire. Suis-je celui dont vous avez rêvé ? Demanda Peter brutalement, qui pouvait le savoir puisque son père lui avait raconté le rêve de Fabrizio. Le regard doux et rieur de ce grand malheureux. Tant de solitude, d'heures passées à questionner et répondre seul, si elles ne font pas de vous un débatteur, vous accoutument au moins à prendre votre temps. Pour qui vous prenez-vous ? Répondit le père Fabrizio en luttant pour paraître paisible, alors que toute son âme lui inspirait de dégainer « Non » à brûle-pourpoint, comme le dard dans la chair géante qui se secoue devant la guêpe. Vous n'êtes que le méchant. Celui dont j'ai rêvé, mon cher, n'est pas le méchant. Comment vous appelez-vous ? Vous me connaissez, pourquoi me demandez-vous mon nom ? Je vous connais pour le rôle du méchant, pas pour votre nom. Peter Gantir. Oui, eh bien, cela me paraît bien peu de choses pour votre projet. Pourquoi ne vous appelez-vous pas Néron ou Sauron ? Pour être un grand méchant, il faut finir en on. Peter Gantir n'est que le nom du fils d'un pauvre pasteur. Vous voulez détruire Hermann par pire que lui. Vous avez l'œil. Quel âge avez-vous ? Je ne vous le dirai pas. Vous ne vous marierez pas ? Vous n'allez pas travailler ? Jouer votre petit rôle dans la société ? Non, je n'ai qu'une chose à accomplir, mais cette fois, elle sera accomplie. Il ne fallait pas que Fabrizio lui offrît tout son secret. Il devait absolument concéder à Peter une complicité
afin de lui cacher l'essentiel. Du moins, devait-il essayer. Il devait protéger l'homme de son rêve et ne pas dire son nom. Peut-être, sans doute, ne le méritait-il pas. Ce rêve lui avait causé tant de peine. Gantyr se sait terrible, mais il ignore encore pourquoi. Je ne dois pas prononcer le nom, se répétait-il, pour se donner du courage. Oh, mais faites donc aller tuer Hermann, je ne risque rien. Je respire ici. Cela ne remontera pas jusqu'à ce refuge. Une bonne chose de dite. La vieille baudruche de l'Occident pouvait bien éclater. Le voilà désamorcé, s'interrogea Fabrizio. J'ai essayé de le tuer, dit Peter d'une voix plus faible, et à mon tour je n'ai pas pu. J'y suis allé et je suis arrêté avant de monter dans la grotte. Vous êtes le seul qui ne peut rien pour vous. Ni vous encourager, ni vous donner la recette. Vous n'avez qu'à vous mettre en face de vous-même et juger si vous supporteriez vraiment la suppression d'Hermann du monde. La réponse ne fait guère de doute. Il me semble qu'elle a déjà parlé en vous, et pourtant tout dépend d'elle. Il n'y a pas qu'Hermann. Gantyr fixait le vieux prêtre, qui un instant, à sa grande surprise, baissa les yeux. Quoi demanda-t-il? Il y a son monde, il y a la tourbière. Fabrizio était entièrement rassuré. Gantyr n'avait pas prononcé d'autre nom, celui de l'homme du rêve. Vous ne parviendrez pas à tuer tous les hommes, mon enfant. Mais au-dedans, Fabrizio tremblait comme une feuille. Il y a ce qui règne sur elle, reprit Gantyr. Le prêche. Je commande le moi. Oui, pour la vie à venir. Le moi inhaïssable. Je me souviens d'avoir écrit là-dessus. Il y avait Pascal et Molière. C'était un dialogue des morts. Il y a très longtemps. C'était encore une autre vie. Fabrizio. Pauvre Fabrizio. Une fois encore, il tentait de biaiser. Il savait que moi n'est pas le problème, mais qu'il soit prêché par Hermann. De quoi d'autre avez-vous rêvé? J'ai l'impression que vous me regardez comme si j'étais un morceau, comme si j'en étais un morceau. Vos yeux guettent à gauche et à droite des présences encore manquantes, évanescentes. Quand je vous l'ai demandé tout à l'heure, j'aurais presque vu une silhouette se dessiner dans vos yeux. Le père Fabrizio, en un sursaut invisible, corrigea son regard. Dites-moi tout le secret, aidez-moi. J'ai besoin de tant d'aide, de toute l'aide. Fabrizio n'avait pas assez de force pour lui résister de front. Toujours concédé, unique voie possible. Sans doute parce qu'il voulait tant lui obéir. J'ai rêvé d'autre chose, mais pas de ce que vous croyez. Je ne sais pas ce que votre père vous a raconté. Il a affabulé. J'ai dit qu'il y avait un rêve, mais il ne ressemble pas à vos projets de guerre. Cet homme n'est ni très puissant, ni très méchant, et n'a aucune des qualités que vous cherchez. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? Une qualité que je ne soupçonne pas, que personne, pas même lui, ne soupçonne. C'est ce qui me surprendra, ce qu'il me faut. Ultime tentative. Tout cela ne veut plus rien dire. Croyez-moi, pardon, c'est le prêtre qui parle. Tout cela ne veut plus rien dire. Croyez-moi, jeune homme, c'en est fini. Je le sens en moi. Il mentait, mais seulement en partie. Les dés en sont jetés. Le mouvement est irrépressible. C'est fini. La tourbière a son destin écrit. Mon rêve est caduc, révolu. Aujourd'hui, justement aujourd'hui, quel est ce jour? Quel jour sommes-nous? Une deuxième fois, le père Fabrizio baissa les yeux. Vous hésitez. Je vous sens plus que vous ne l'imaginez. Vous ne savez pas où ni quand vous vivez. C'est pire que la sénilité, n'est-ce pas? Vous ne vous croyez pas en 2000 ou en 2010 ou en 2018, n'est-ce pas? Ou vous y croyez-vous? Vous m'y avez vu aussi, j'en suis sûr, je suis dans votre rêve. Vous m'avez reconnu quand je suis arrivé et vous avez crâné, vous avez fait semblant. Ne cherchez pas à me faire peur, vous entendez, jeune homme? Tous les hommes sont enchaînés les uns aux autres. Je connais les lignes, les liaisons, les arrêts de toutes les chaînes. Hermann me les a racontés par le menu. Même vous, l'apprenti terroriste, vous avez une place dans le dispositif. Vous comprenez? Ne vous moquez pas de moi. Je n'ai décidé que ce matin de prendre un nom de guerre. Il n'y a pas de temps dans un rêve. C'est vous qui l'avez dit. Dans un rêve. Comme il a bien toujours en pareil cas, Peter ne parvenait pas tout à fait à croire à ce qu'il avait deviné. Que Fabrizio eût rêvé de lui satisfaisait son immense fascination pour lui-même, mais qui croit assez à soi-même pour se juger nécessaire, surtout quand il a décidé de tout détruire. « Quel est son nom ?» reprit-il à voix basse, tout près de lui. « Je suis sûr que vous le connaissez. Je l'ai cherché pendant des années, mon petit, laissez-moi. Vous l'avez fui pendant des années. Désormais, il vous hante, vous passez vos journées entières à vous répéter des prières, des poèmes, des formules géologiques pour conjurer les syllabes de son nom. Mais elles sont en vous, n'est-ce pas ?» Peter regardait le vieil homme. Il voyait en lui un immense malheur et une solitude absolue, et il s'y reconnaissait. Avant même qu'il se le dît, dès l'instant où il avait passé la porte,
Ils avaient été réunis par leur très grande porosité au songe, car lui aussi, Peter, pouvait se souvenir parfaitement des longs détails d'un éclat de sommeil, et par ce sentiment de ne pas exister vraiment qu'un premier regard suffit à partager. C'est l'apanage des hommes profonds, ainsi qu'on nomme ceux qui sont un peu moins sots que les autres, affairés et oublieux, qui écoutent bien plus sagement qu'ils ne le croient le prêche de leur maître. Cela lui est tombé dessus, vous comprenez, Gantyr? C'est une place attribuée par hasard, il n'a l'air de rien, il n'est pas comme vous, il n'y peut rien. Je crois vraiment que vous perdez votre temps à le chercher. Il n'aura rien à faire, ni rien à dire. Son nom, père Fabrizio, prononcez son nom à mon oreille. Fabrizio céda. Il vit ensuite l'incrédulité, l'incompréhension dans l'œil de l'ennemi du monde. Le connaissait-il? Peter s'éloigna et lui dit « Je vous aime, père Fabrizio. De moi, le premier, il ne pourra jamais vous venir du mal. Je vous aime pour avoir offert à mon père mourant un ultime espoir et pour m'avoir ouvert la porte de la grotte. Je vais aller le voir, mais nous nous reverrons. Il faudra que vous veniez me retrouver si vous êtes curieux de ma façon de faire. » Alors Fabrizio, qui était assis sur son lit sans bouger, prit dans ses vieux doigts maigres l'épais coton de son drap, s'allongea lentement et s'en recouvrit jusqu'aux lèvres. Peter, déjà, était en marche dans les montagnes, là-bas, les merveilleuses montagnes, plus belles, plus mouvantes et plus vivantes encore que les nuages qui arpentent les ciels lointains. C'est de moi qu'ils parlaient tous les deux. Pascal B. Pour une fois, je n'ai pas envie de rire. Il y a des paradoxes déplaisants parfois dans les rêves. Est-ce qu'il me reste 5 minutes pour faire le très très court chapitre de 3 pages qui suit? Oui, évidemment. Chapitre 5, mais vraiment 3 minutes. Que Pascal B, emporté par son inspiration, continue d'écrire dans son cahier et qui raconte le meurtre que tout le monde connaît, pour l'avoir, chacun et tous, perpétré, intus et incute. Paris, le train bleu, 24 décembre 2018, 18h30. Et je commence par écrire le dernier prêche d'Hermann. Je mets fin à la guerre, j'achève les nations. Je mets fin à l'art, j'achève l'esprit. Je mets fin à la femme, j'achève l'amour. Je commande le moi pour la vie à venir. Sion, Valais, 22 décembre 2018, 23h59. Donc Pascal B continue d'écrire, lui, dans son cahier, cette histoire. La neige tournoyait. Elle occupait le ciel en plaques désaccordées, les unes ascendantes, les autres descendantes, comme des foules soudain libérées qui, saisies de panique, cèdent à leur voie naturelle, ou au contraire jaillissent par le bord, qu'elles se sont toujours interdites avec une horreur respectueuse. Le destructeur vint. Peter Gantyr est né depuis qu'il avait ouvert la porte dans l'auberge du Lion d'Or. Cette fois, il savait monter les marches comme on accède à soi-même. L'herbe, sous les pieds qui la foulaient, semblait une chose fragile, courroucée, tendue à la fois. Ses brins tétanisés résistaient au vent comme des enfants révoltés au fouet d'un maître. Le lendemain, que le ciel fût blanc, uniforme, gris ou bleu, un suave manteau recouvrirait toute chose, offrant le réconfort de leur disparition. Gantyr, désormais, s'appellerait Pour, Casb Aman Pour, le nom de guerre qu'il s'était donné. Il se préparait à entrer dans la grotte. Il tenait un poignard à la main. Une tiédeur humide, comme tous les autres jours. Le corps immobile d'Hermann n'emplissait pas l'espace, mais le saturait, le climatisait. Un bras appuyé sur le pal du bâton, l'objet de plus, l'autre bras sur le poignard du menton, mélange d'eau solide comme des rocs et de chair métamorphique. Cette longévité d'Hermann s'expliquait par la tourbe, car la tourbe, comme les nations et les peuples, est faite de durée plus que d'espace. Sur les esprits, il avait exercé par la tourbe un empire impitoyable et invisible. L'intrus, Casb Amanpour, frappa. Il fut aussitôt écœuré par lui-même. Percer la peau, forcer le passage dans cette surface continue, c'est-à-dire close, sans porte ni fente, au moyen d'une lame de métal, lui évoquait un dégoûtant blasphème. Tout crime l'est. Ce qui est abject, cette mêlée de substances hétérogènes, chair vivante et métal mort, ce viol de leurs différences, incongru et pourtant si facile, si fou, pensa-t-il, un geste outré d'orgueil et de paresse. Il frappa encore, il perça cet amas de chair durcie sur des mots, continua, pénétra et brisa l'os avec plus de rage, frappa ici, frappa là, sans que rien ne sortît, ni sang,
ni autres humeurs plus douteuses. Puis il recula, attendant un effet. Le vent hurlait à l'extérieur, mais au-dedans, la paix, saturée d'odeurs végétales, semblait irréelle. On se sentait poussé dans cet antre. Il se figea à son tour. Au bout d'un long moment, il défaillit. Cette masse de chair l'opprimait, le persécutait. Il y était lu, il n'y a pas d'autre mot. Soudain, Peter entendit quelque chose, comme une syllabe grommelée et continuée par une sorte de souffle. Un flux continu, parasité par les scories, les caillots au début, puis de plus en plus fluide. Enfin, un vent qui montait jusqu'à rugir de tout cet air qui s'enfuit. C'était un rire, un monstrueux rire. Ensuite, rien. Alors Peter sut qu'Hermann était mort, ce qui ne veut rien dire, car il l'avait toujours été, comme nous tous au fond, qui sommes la tourbe qui ne sait pas si l'eau qui la parcourt la tue ou bien la vivifie. Au travail à présent, dit-il. Où chacun s'était arrêté, il commença. Ce n'est pas assez, rugit le lecteur dans les oreilles de Pascal B. Comment osez-vous vous débarrasser ainsi en 2 pages de ce pauvre Hermann? Vous rendez-vous compte des enjeux? Il nous en faut plus. Ce n'est pas la peine de vous énerver, répond B. Et puis que vouliez-vous que je rajoute? Justement, j'étais fier de mon âpreté. 1000 ans liquidés en 2 pages, j'étais tout de même fortiche, non? Pas fortiche, frivole. Je ne trouve pas. Souvenez-vous de Sganarelle qui ponctue la mort de Don Juan de mégage. Voyez-vous rien de plus efficace? C'est faux, entièrement faux. Molière fait dans cette dernière réplique la plus longue déploration possible, compte tenu de l'ensemble des catastrophes qui lui pantonnaient. Mais vous, comment osez-vous raconter avec tellement d'indifférence la mort atroce du porteur du bâton? Ce n'est pas vous qui avez eu le mérite de porter le bâton pendant 1000 ans. Il l'a volé. Oui, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà qui est bien dit. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour réparer ma faute? N'écrivez pas quelque chose que vous ne pensez pas. Je n'en reviens pas tout de même de tant de désinvolture. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Vous voulez une déploration en règle d'Hermann, c'est cela? Cessez de poser des questions insultantes. J'ai ceci en magasin, de Le Comte de Lille, au moderne. Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein, plus vieux, plus décrépit que la terre inféconde, châtré dès le berceau par le siècle, assassin de toute passion vigoureuse et profonde. Votre cervelle est vide autant que votre sein, et vous avez souillé ce misérable monde d'un sang si corrompu, d'un souffle si malsain, que la mort germe seule en cette boue immonde. Hommes, tueurs de Dieu, les temps ne sont pas loin où, sur un grand tas d'or vautré dans quelque coin, ayant rongé le sol nourricier jusqu'aux roches, ne sachant faire rien, ni des jours, ni des nuits, noyés dans le néant des suprêmes ennuis, vous mourrez bêtement en emplissant vos poches. Voilà.